On a le plaisir d'accueillir Julie Frère de la société de production Dérive. Julie, je ne te vois pas encore. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour à toi. Donc, on va passer une petite heure ensemble avec Julie. Bienvenue, en tout cas, merci de nous rejoindre aujourd'hui. En deux mots, donc, on sera ensemble pour plus ou moins une heure quart. Donc, Julie Frère va se présenter en quelques mots. Ensuite, elle vous expliquera comment fonctionne un atelier de production. Et ensuite, elle vous présentera Dérive, donc l'atelier de production où elle est productrice. Donc, un atelier qui a été fondé dans les années 70 par les frères Dardenne. Ensuite, après donc, cette brève présentation un peu plus théorique, on passera aux types de projets qui sont soutenus par Dérive. Et ensuite, elle vous présentera pas en détail, hein, parce qu'on n'a qu'une heure ensemble, mais 4 projets qui ont été soutenus par Dérive et donc justement comment s'est passé en bref le développement du projet. Et on terminera donc par une petite note sur justement comment présenter un projet à Dérive et aussi les autres services qu'ils fournissent, à savoir le prêt de matériel et de salles et les apports de services de leurs techniciens. Ensuite, on essaiera de vous fournir en conclusion quelques petits tips and tricks, donc conseils pour les auteurs qui démarrent. Donc, je voudrais vous dire aussi que vous pouvez vous poser vos questions tout au long de la présentation via le chat, donc discuter, qui se trouve en bas de votre écran, ou via le Q&A, les questions-réponses. Donc, vous posez les questions tout au long de la conversation. Moi, je les relais à Julie Frère au long justement de la conversation. Et on gardera aussi certaines questions pour la fin. Voilà, on va essayer de répondre au plus de questions possible. On est quand même limité à une heure quart. Donc, évidemment, on va garder les questions d'intérêt plutôt général. Et si vous avez des questions plus personnelles, vous pourrez toujours contacter Julie Frère par la suite. Voilà, je vais laisser la parole à Julie. Donc, Julie, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots. Quel est ton parcours? Comment tu es arrivée chez Dérive, justement? Bonjour à tous. Déjà, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Moi, j'ai une formation de réalisatrice. J'ai été formée à l'IAD il y a un certain temps, je dirais une vingtaine d'années, et je suis un peu tombée dans la production par hasard, par accident, je vais dire, il y a une dizaine d'années. Donc, j'étais en contact avec Dérive par rapport à un projet que je portais en tant que réalisatrice. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les frères Dardenne qui, eux, travaillaient plutôt la production documentaire via Dérive. Et puis, une fois qu'ils se sont mis à la fiction, ils ont créé une autre boîte qui s'appelle Les Films du Fleuve et à travers laquelle ils produisent alors du long métrage de fiction. Et donc, ils sont toujours restés très attachés au documentaire. Jusque-là, ils avaient continué à produire du documentaire, mais ils voulaient transmettre l'atelier à quelqu'un qui allait reprendre et qui allait peut-être apporter une nouvelle génération de réalisateurs, de cinéastes en documentaire spécifiquement. Et alors, Dérive a produit, je dirais principalement, le noyau vraiment de notre travail, c'est le documentaire de création, donc documentaire d'auteur. Et il y a dans notre filmographie quelques courts-métrages de fiction, mais ça reste quand même minoritaire. D'accord. Donc, on va revenir un peu plus longuement sur Dérive ensuite, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas les ateliers de production, justement, qu'est-ce que c'est un atelier de production? Comment ça fonctionne? Quelle est la différence avec une maison de production? Voilà. Alors, c'est un peu technique, théorique, mais c'est vraiment important, je pense, de comprendre bien comment ce dispositif fonctionne, spécifiquement pour les jeunes auteurs qui, en sortant d'école ou pas nécessairement, auraient un projet qu'ils voudraient faire financer. Donc, les ateliers, c'est un dispositif qui n'existe qu'en Belgique francophone,
qui nous est quand même pas mal envié depuis l'étranger. Et ça a été mis en place dans les années 70, comme tu l'as dit, par le ministère de la Culture francophone, donc ça n'existe pas en Flandre. Et le but, évidemment, c'est de permettre à certains films peut-être plus difficiles ou moins rentables, dont la rentabilité financière n'est pas assurée, et d'être un lieu de laboratoire et de recherche pour des auteurs. Et il existe 3 types d'ateliers. Donc, il y a 13 ateliers en tout. Il existe 3 types d'ateliers. Il y a 2 ateliers d'accueil qui sont CBA à Bruxelles et WIP à Liège, qui, eux, ont comme vocation de coproduire. Donc, ce sont des ateliers qui ont une commission et 3 fois par an, vous pouvez aller demander que vous soyez auteur seul, auteur accompagné d'un producteur privé ou d'un atelier de production. Vous pouvez aller solliciter là-bas des aides à l'écriture, à la production et à la post-production. Donc, il y a tout un système de commission et en plus, il y a du prêt de matériel, des salles de montage, etc. Donc, ça, c'est pour les 2 ateliers d'accueil. Après, il y a 4 ateliers d'école donc, qui correspondent aux écoles de cinéma, animation. Donc, il y a l'INSAS, l'IAD, la Cambre et Elbe. Et là, ils reçoivent une enveloppe de subventions pour produire les films de fin d'études. Et alors, la 3e catégorie d'ateliers, c'est les ateliers de production. Là, il y en a 7. Et ce sont des structures qui travaillent principalement dans l'animation et le documentaire, qui sont les deux, comment dire, les deux endroits où c'est peut-être moins évident de trouver des financements. C'est peut-être les modes de diffusion sont parfois plus difficiles, moins financés, etc. Donc, ce n'est pas étonnant que les ateliers se retrouvent à cet endroit-là. Et peut-être plus des lieux d'expérimentation aussi. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, chaque atelier peut à la fois soit produire ou coproduire. Chaque atelier a du matériel de tournage, des salles de montage et peut simplement, sur base d'un coup de fil ou une demande de matériel, par exemple, peut vous débloquer du matériel, voire un petit peu d'argent, ou des salles dans lesquelles travailler, les ateliers d'animation notamment, ou des studios, etc. D'accord. Peuvent accueillir les auteurs. On reviendra un peu plus tard justement sur quel type de public ces ateliers vont accueillir. Là, je voudrais juste revenir un peu sur l'histoire de Dérive. Hein. C'est quand même une histoire particulière avec 2 fondateurs assez prestigieux, en tout cas dans le cinéma francophone. Comment ça s'est passé, les débuts de Dérive? Comment ça s'est né les frères Dardenne, avant de faire des films de fiction, faisaient déjà des documentaires depuis une 20aine d'années. Donc, ils ont réalisé une 15aine de documentaires, de courts, moyens, longs métrages, qui sont d'ailleurs disponibles sur notre site parce qu'on a une plateforme VOD sur notre site. Et c'est des films qui sont assez peu connus. Et à l'époque, c'était l'arrivée de la caméra vidéo légère. Donc, à l'époque, c'était, je ne vais pas dire du tourné-monté, mais la manière de produire était différente. C'était peut-être plus instantané. Et puis, ils allaient avec un écran portatif montrer leur film directement là où le film avait été tourné. Et puis, eux, petit à petit, via ce dispositif d'atelier, se sont mis à produire des films de réalisateurs autour d'eux, donc à produire d'autres films que les leurs. Et l'atelier est devenu comme ça, au fil des années, un outil et a développé un certain type de cinéma qui, évidemment, à partir des années 70, était quand même fort engagé politiquement, d'un point de vue social, etc., et qui parlait de réalités qui n'apparaissaient pas nécessairement dans d'autres médias. Voilà. D'accord. Et donc, c'était des films sur le monde ouvrier, c'est ça? Et, principalement, oui, voilà. Tout à fait. Dans la région de Liège. Oui, voilà, c'est ça. C'était principalement des films tournés ici. Ils ont produit plusieurs réalisateurs italiens aussi qui ont fait plusieurs films, par exemple sur les Brigades Rouges, etc. Et des films qui étaient diffusés où alors, petit à petit, je vais dire le type de film qu'on produisait dans les ateliers, petit à petit a trouvé sa place, donc à être coproduit par exemple par la RTBF, par la commission du film, etc. C'est quand même tout un mode de production qui s'est enrichi et déployé au fur et à mesure des années.
D'accord, oui, donc au départ, c'était assez un monde un peu clos qui s'est Oui, finalement ouvert à d'autres. au départ, c'était un monde sans moyens, c'est-à-dire on faisait les films avec le matériel et puis ça se faisait un peu comme Mhm, ça. Petit à petit, c'est un mode de fonctionnement qui s'est vraiment structuré, qui s'est mhm, financé et sur lesquels il a été possible d'aller chercher des financements, donc de rémunérer les mhm. techniciens, etc. Donc ça D'accord. s'est vraiment construit jusqu'à aujourd'hui où finalement, quand on regarde à l'échelle du monde, la Belgique francophone, on a quand même de la chance d'être dans un, un mode de fonctionnement dans lequel il existe des subventions pour ce type de films qui sont des films indépendants, des films de création et qui ne sont pas des commandes d'une télévision ou d'un Mhm, diffuseur. mhm. Et Donc ça permet justement, une liberté éditoriale évidemment. oui, tout à fait. Et donc justement, aujourd'hui, voilà, Dérive, c'est quoi? Alors, est-ce que vous gardez toujours cet héritage ouvrier ou justement tu parlais d'une engagée politiquement ou qu'est-ce que c'est devenu justement Ben, aujourd'hui l'époque a complètement changé, donc je dirais que Dérive a fort changé aussi. Et c'est vrai Mhm, que moi, en arrivant, forcément, j'ai amené plus des gens de ma génération et maintenant de la génération d'en dessous. mhm, Euh, Parce qu'il faut savoir qu'une des vocations premières de l'atelier, c'est de mhm, produire les premiers, deuxièmes films. On se veut comme une sorte de maillon entre l'école et le monde professionnel. Et mhm, donc, on a une sorte Là où dans les écoles de cinéma, on est dans un espèce de cocon où tous les financements sont déjà acquis, etc., pour les films, euh, les ateliers de production veulent faire en sorte que le choc entre l'école et le monde professionnel soit moins dur et mhm, qu'on puisse voilà, fonctionner de manière plus associative, en prêtant plus de temps et d'attention à certains films mhm. qui ne trouveraient pas nécessairement leur place autrement. D'accord. Et donc, c'est d'office des premiers films ou Alors, je dirais que vraiment le principal de notre travail, c'est les premiers, deuxièmes films. D'accord. Et après, moi, je produis aussi des films d'auteurs plus expérimentés, mais à ce moment-là, qui veulent, en dehors ou à côté de leur carrière plus traditionnelle de film en film, s'ils veulent faire un film un peu avec un format atypique ou un film plus court, un moyen métrage, ou une sorte d'expérimentation sur voilà, parfois ils ont commencé à filmer des images sans écriture, sans scénario, etc. Et puis ils viennent parfois me trouver. Donc l'atelier peut rester une sorte d'à côté dans la carrière des cinéastes Mhm. pour des films qui sont plus expérimentaux, entre guillemets, hein. Dans la forme ou dans la recherche Voilà, c'est ça. C'est mhm. ça. D'accord. Et un espace aussi de liberté qui fait que là où avec un producteur traditionnel, donc une société privée, on doit passer obligatoirement par certaines étapes qui sont l'écriture, le développement. Voilà, pour un scénario, pour un documentaire, on va même vous demander d'avoir presque préécrit le film. Mhm. Avec l'atelier, on peut se permettre, parce qu'on est subventionné, parce qu'on a la forme juridique d'une SBL, on peut se permettre alors plus de liberté ou de s'écarter de certaines pratiques Mhm. pour fonctionner parfois un peu différemment. Et donc l'atelier peut s'adapter au projet et adapter son mode de production au projet. Ce qui fait que moi, par exemple, je produis autant des films à 3 000 euros de budget que des films à 400 000 euros de budget. Oui. Donc, c'est ce que tu nous montreras aussi tantôt dans les exemples des films à tout petit budget ou des films justement à budget plus conséquent. Mais le fil rouge, c'est le documentaire et l'expérimental, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, Mhm. ça m'arrive, mais vraiment assez rarement, mais de produire, par exemple, un court-métrage de fiction d'un auteur de documentaire parce que c'est de la production légère et Mhm. parce que c'est pas nécessairement une préécriture de scénario, etc. Alors, à ce moment-là, je vais plus en aide à la post-production, à la commission. D'accord. Mais je veux dire, je ne suis pas fermée à la fiction. C'est Mhm. juste que le mode de production qu'on défend Mhm. correspond moins à des équipes de 30, 40 personnes, etc., quoi. D'accord. Donc, voilà, on a présenté un tout petit peu les types de projets aussi qui sont soutenus, qui sortent d'un canevas classique, des premiers ou deuxièmes films.
Comment vous produisez justement les films alors chez Dérive de manière tout à fait classique? Vous cherchez des coproducteurs, des coproductions, ou vous allez parfois chercher de l'argent dans d'autres circuits que les circuits classiques de production? Ben, on a cette chance d'être subventionné de manière structurelle et d'être une ASBL, donc de ne pas avoir besoin d'une rentabilité financière annuelle, je vais dire. D'accord. Et donc, évidemment, on ne va pas vouloir produire tous nos films en low cost avec le moins d'argent possible. Ce n'est pas du tout ça l'idée. Euh, on va, pour certains films qu'on considère que pour qu'ils soient réussis autant au niveau de la qualité que du potentiel, pour certains films qui nécessitent réellement du financement, parce que c'est des démarches au long cours, c'est un tournage en équipe, c'est un tournage parfois à l'étranger, c'est des montages d'images en documentaire qui sont très longs, souvent plus longs qu'en fiction. Et donc, pour des films qu'il faut réellement financer, on va aller au même guichet que les producteurs privés. Donc, ici en Belgique, c'est la commission du film, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, les ateliers d'accueil, la RTBF, etc. On va travailler avec des coproducteurs étrangers aussi, pour certains films. Pour d'autres, on va vouloir fonctionner différemment, c'est-à-dire parfois tourner déjà les premières images, faire déjà un premier montage images et les financer plutôt avec des aides à la post-production. Parce que c'est parfois difficile de mettre par écrit qu'est-ce que le film sera exactement, surtout quand on veut laisser une part à cette liberté de création qui se fait au moment de faire, justement. Ou parce que le réalisateur ne veut pas nécessairement passer par l'étape de l'écriture, qui est une étape absolument fondamentale si vous voulez financer un film. Et puis, il y a un troisième cas de figure qui est plus rare, mais qui est vraiment très précieux. C'est un réalisateur qui vient, par exemple, nous trouver avec des rushs, qui ne veut pas... et alors, on décide ensemble de vouloir rester dans le même élan de création dans lequel ils sont et de ne pas repasser par l'étape de l'écriture, pas passer par des commissions, etc. Garder vraiment l'élan et la fraîcheur du projet. Et là, si j'en ai la possibilité, je débloque directement des fonds qui permettent de finaliser le film. Oui, via la SBL. Voilà, pour ne pas mettre ces films déjà en concurrence avec des films qui ont été préécrits. Et en plus, pour ne pas non plus casser le rythme et la manière, l'élan du projet, l'élan artistique. Attendre, etc. Voilà. C'est ça, oui, c'est ça. Et donc, vous passez par certains dispositifs, c'est ça, bourse, appel à projet. Voilà, et alors, en dehors de ça, on a en plus des appels à projets. Donc, chaque année, on donne une bourse d'aide à l'écriture pour un documentaire. Ça doit être un premier documentaire qui n'a pas encore de fonds. Et ça, c'est une aide de 4 000 €. Et puis, chaque année, on a aussi une bourse d'aide à la finition de 7 000 € où on reçoit à ce moment-là des rushs, des montages. Et je mets en place une petite commission pour ces 2 bourses-là. Et on décide quel projet soutenir et on les fait dans la foulée directement, sans attendre. Et sans fonds complémentaires non plus. Donc, c'est des films qui, en quelques mois, peuvent être terminés, quoi. Oui, donc la richesse de ces dispositifs, c'est d'être assez léger, justement, et assez réactif voilà, c'est ça. par rapport à la vie des films, quoi. Oui. Et alors, on a une dernière chose, c'est un appel à projet thématique. J'en ai encore fait qu'un. Donc, je choisis un sujet, un lieu, et je cherche des financements préalables. Et puis, je lance un appel à projet où chaque auteur doit remettre, par exemple, quelque chose de très léger, 2 pages. Voilà, quel film est-ce que vous feriez sur ce sujet? Et c'est l'appel à projet qu'on a fait, c'est sur la salle de consommation à moindre risque de Liège, de consommation de drogue. Et ça a donné naissance à un film qui s'appelle Chasser les dragons, qui est en lice, qui est nominé au Magritte du meilleur documentaire là, le mois prochain. Ok, super. Donc ça, je vais continuer à en faire en choisissant un lieu qui me semble intéressant. Ah, donc c'est une thématique en lien avec un lieu, c'est ça? Un lieu ou une thématique, oui. Ouais, d'accord. Okay. Et un par an, alors, dans ce cas-là. Voilà, et l'idée, ça, c'est vraiment d'initier des projets, de dynamiser
oui, d'essayer de faire naître des projets, des vocations, parce que tous Mhm. nos appels à projets, bourses, etc., c'est pas du tout destiné aux personnes qui sont déjà réalisateurs ou qui Mhm. sortent d'écoles de cinéma. Oui, c'est C'est une question vraiment ouvert à justement. tous. Mhm. Ouais. Je voulais justement te demander, est-ce que tu parlais de transition entre les écoles de cinéma et le monde professionnel? Mais donc, vous accueillez aussi des gens qui ne sortent pas d'école de cinéma, alors. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Et quand je D'accord. dis école de cinéma, c'est au sens large, hein. Ça peut être Mhm. communication, journalisme, Mhm. des écoles d'art aussi. D'accord. Mais là, on va peut-être justement passer au film. Donc, justement, que tu nous montres les quelques films Oui. que vous avez produits chez Dérive. Je voulais d'abord demander si quelqu'un avait déjà à ce stade-ci une question. Sinon, vous pourrez poser des questions au fur et à mesure en réaction aux extraits de films qu'on va vous montrer. Voilà, si pas de questions, ben on va montrer le premier film. Est-ce que tu peux dire en 2 mots de quel Oui, film il s'agit? je vous ai apporté les bandes annonces, il y en a 4. Et alors, je voulais que chaque film puisse un peu illustrer une méthodologie de production qui est possible dans l'atelier. Comme ça met un peu des choses concrètes là-dessus. Et je vais vous les présenter un peu du mieux financé au moins bien financé. Donc, le premier, c'est un film dont on a porté la production pendant 7 ans. Parce qu'une des choses que j'ai oublié de dire, c'est que quand vous êtes une boîte privée, que vous avez besoin de faire rentrer de l'argent dans votre boîte pour payer voilà, tous les frais que ça suppose, vous devez développer un certain nombre de projets et ils doivent être finis dans un certain laps de temps pour pouvoir faire tourner la boîte, quoi. Et l'atelier est complètement détaché de toutes ces obligations, critères d'un point de vue financier. Donc, si un film, et c'est souvent le cas des premiers films, si un film a besoin de 10 ans pour se faire, ce qui Mhm. est le plus souvent le cas dans des films qui sont très personnels, avec des réalisateurs qui ont filmé leur vie pendant très longtemps, Mhm. enfin, voilà. Ça n'est pas un problème pour l'atelier. Au contraire, on va vraiment essayer de pousser les jeunes auteurs pour leur premier film à aller vraiment au bout de leur démarche, au bout de leur potentiel. Parce qu'un premier film qu'on n'a pas pu faire exactement comme on voulait, ça peut être très dévastateur par la suite dans la carrière de quelqu'un et ça peut dégoûter déjà les gens parce qu'il faut une certaine détermination, une certaine pugnacité pour faire des films. Mhm. Enfin voilà, ça peut vraiment laisser des blessures qui restent dans le temps. Mhm. Mhm. Donc voilà, si un film doit mettre plusieurs années pour se faire, pour nous, c'est pas un problème. Oui. Donc ce premier film s'appelle Dans la maison de Karima Saidi. C'est un film qui est sorti l'année passée. Mhm. Et on l'a mis, nous, en production en 2013, pardon. Oui. Donc, il aura mis 7 ans à se faire. Il s'est terminé en 2020. La Mhm. première a eu lieu à l'ITFA, Amsterdam. Mhm. D'accord. Et donc, c'est une réalisatrice qui est à la base monteuse belge, Mhm. qui a décidé de faire un film sur le parcours de sa mère euh, et à travers elle, le parcours enfin, l'immigration marocaine en Belgique sur le XXe siècle, mais à travers le parcours et les regards d'une femme, ce qui est assez peu traité finalement jusqu'à présent. Mhm. Et donc, sa mère est arrivée seule en Belgique avec 4 enfants, Mhm. s'est installée à Bruxelles et voilà, elle voulait au départ faire un film euh, euh, plus sociologique Oui. sur la question de l'immigration. Et puis, elle avait coupé les ponts avec sa mère, puis elle a repris contact. Et finalement, elle a voulu faire un film très intime sur cette réconciliation et sur ce rapport mère-fille. Mhm. Donc voilà, le projet, tout au long de ces 7 ans, évidemment, le projet a énormément changé. Le regard qu'elle porte sur ce projet. Sa mère, qui était le personnage principal, est décédée juste avant le tournage, donc elle a dû réinventer son film finalement, Mhm. faire un film sans son personnage principal, et ça a donné lieu à une démarche cinématographique aussi sur la question de la mort, de l'absence,
qui finalement a été très, très forte et très intéressante. Donc, c'est un projet sur lequel il y a eu beaucoup de travail d'écriture sur le dossier en amont, avec lequel on a participé à des pitchings internationaux, des workshops, etc. Ça veut dire tourner, par exemple, une séquence, la monter, puis la présenter à des personnes pour petit à petit faire évoluer le projet et aider à trouver des financements. Et donc, c'était une coproduction entre la Belgique, la France et le Maroc, avec la RTBF en Belgique comme coproducteur, la TV2M au Maroc, et on a eu Arte, la Lucarne, qui est la case vraiment du cinéma d'auteur à Arte, qui est assez difficile à avoir. Il produit seulement 5 films par an. Voilà, c'est un bel exemple pour moi parce que c'est un exemple de film qui est bien financé, mais dans laquelle la réalisatrice a gardé une liberté totale, en fait, dans son approche. Parce qu'elle était justement avec des coproductions télé, mais qui sont vraiment des cases de cinéma, des sortes de cartes blanches aux auteurs, en fait. Donc, c'est encore possible de fonctionner de cette manière-là. C'est pas évident, mais c'est encore possible. Et voilà, c'est un film qui finalement est sorti en salle au Cinéma Palace, qui a donné lieu à pas mal de séances associatives, qui a été présélectionné au Magritte aussi, et qui a eu, je trouve, un beau parcours dans son... C'est un premier film, je pense, réussi. En tout cas, la réalisatrice peut avoir la conviction d'être allée au bout de son travail. Voilà. Et qui a eu une belle vie aussi ensuite, quoi. Oui, mais oui. on va peut-être, oui, c'est ça. On va peut-être montrer la bande-annonce. Voilà. Voilà, je me mets en muet. ما فين احنا في بروكسل ولا في طنجة؟ احنا في بروكسل. شكون أنا؟ كريمة. وأنا بنتك. تينا بنتي. ما نسيتينيش؟ لا. فرحانة ملي كنجي نشوفك. مش كنتي فرحانة؟ حيت كان واحد الوقت ما كنتيش فرحانة ملي كتشوفني. حشوشة مطلقة، هيدا كانوا كيعيطولك. انتينا نورمالمون فين ساكنة؟ مغلية بعيدة. بعيدة على اسم الزنقة ديالك؟ ومن الحامل مالي. خلقتي تما؟ خلقت في النهار. وفويرتينا جيتي من برجيكا؟ جيت وانا كبيرة. كنا 5 بينا. أي سائل عاود لي. لا ما نقدرش نعاود قبل. علاش ماما ما تعاود ليش؟ علاش؟ قل لي. ماشي تنطعني علاش وماشي علاش. تناني بكل واحد. تناني ماما. توصل واحد النهار في بنت كت واجب عليها تفهم كيفاش عاشتي معها. واش ربي خلصك حيت عطيتي حريه لراسك؟ شنو كنتي كتحلم؟ شنو كنتي كتحلمني لنا حنا؟ ما شنو كنتي كتمنى في هاد الحياه؟ Merci pour cette bande-annonce. Donc, ça a été tourné beaucoup en images déjà tournées en Super 8. Ah, on t'entend pas, Julie. Ouais. Pardon, excusez-moi. D'un point de vue cinématographique, et là où se situe peut-être l'expérimentation cinématographique et qui justifie que ce film soit produit dans le cadre d'un atelier, c'est à mon sens un aspect cinématographique qui est qu'il y a dans le film aucune image et son qui sont synchrones. Donc le dispositif même du film est totalement asynchrone. D'accord.
Et justement, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a attiré au début donc, qu'est-ce qui t'a fait choisir? Qu'est-ce que ça a été la petite étincelle Au niveau du sujet, c'est évidemment le fait de traiter de... Oui, j'ai oublié de dire que sa mère, dans le film, est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et donc, ça, voilà, elle essaye de ramener, Karima, en tant que réalisatrice, essaye de ramener le souvenir qui petit à petit s'estompe ou s'efface dans la tête de sa mère. Et le cinéma lui permet d'essayer de faire revenir le souvenir. Ce qui m'a intéressée, c'est cette démarche, au-delà du thème évidemment, le fait de revisiter la question de l'immigration sous l'œil de la femme, qui est quand même quelque chose qui est peu traité. Il est toujours traité en général du point de vue des hommes qui sont venus travailler, etc. Mais au-delà de ça, c'est la démarche de Karima que j'ai trouvée vraiment très intéressante de vouloir faire un film à la fois sur cette réconciliation, sur le passé de sa mère, la manière dont ce parcours pouvait être emblématique par rapport à une question sociale et historique, mais aussi le fait que, bon, elle avait enregistré beaucoup de voix de conversation avec sa mère avant son décès, et elle veut vraiment poser des questions qu'on aborde très peu, même en famille, et essayer de lever le voile sur beaucoup de tabous, en fait. D'accord. Et donc ça, j'ai trouvé ça très courageux aussi. Et je trouve qu'elle propose de vrais partis pris cinématographiques et pas que formels, narratifs aussi. D'accord. Et on me dit, comme réaction magnifique, où est-ce qu'on peut visionner le film? Sur quelle plateforme éventuellement on peut le retrouver? Il n'est plus en salle, mais vous pouvez regarder sur la page Facebook du film qui s'appelle Dans la maison. Le titre anglais, c'est Away Home. Away Home. Oui, c'est ça. Il y a des projections thématiques. Il y en a eu à Molenbeek, il y en a à Liège cette semaine. Après, ça va être plus des séances spéciales parce qu'il n'est plus à l'affiche en ce moment. Et on va le sortir sur... Ah non, c'est Away Home. Le A est séparé en fait. C'est un chemin vers la maison. Et donc, on va le sortir en VOD. Bientôt, si vous vous abonnez à la page Facebook de Dérive, on annoncera la sortie en VOD. D'accord. Quelqu'un me demande si votre style principal de production, principalement dans la gravité, ou vous avez des sujets aussi parfois plus légers, des documentaires un peu plus légers, ou, avec un aspect d'humour. Alors, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas beaucoup de films très drôles, ça c'est sûr. Ce n'est pas non plus une caractéristique du documentaire. Par contre, oui, on peut avoir des démarches complètement décalées ou plus légers, plus légers, oui, mais qui véhiculent quand même vraiment des vraies questions existentielles. On essaye. D'accord. Sinon, à ce moment-là, si c'est plus pour se divertir, non, pas vraiment. Oui, et puis voilà, ici, toute la thématique de l'Alzheimer, du lien à la mère qui vient de disparaître, amenait déjà toute une gravité en soi, quoi. Oui, une gravité, mais une beauté aussi dans le fait que c'est quand même une fille qui reprend contact et qui décide aussi d'accepter sa mère comme elle est, et son histoire comme elle est à partir du présent. Donc c'est quand même toujours, l'idée n'est pas évidemment de toujours noircir le tableau, c'est quand même parler souvent d'espoir, de paix, de réconciliation. Oui. Ok, ça donne envie, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce film? Sinon, on passera au deuxième extrait. Ok, je crois qu'on peut passer au deuxième extrait. Donc, c'est Ailleurs partout, c'est ça? Ailleurs partout, oui. Je propose qu'on voit la bande-annonce peut-être avant. Je vais juste vous expliquer que c'est un film qui a été financé via la filière expérimentale. Donc, au Centre du cinéma, il y a une commission qui s'appelle le Film Lab pour ce type de cinéma complètement libre. Et c'est un parti pris formel très fort. C'est deux réalisatrices qui ont choisi de faire leur film uniquement à partir d'images de vidéosurveillance du monde entier.
Et au son, il y a l'histoire d'un jeune Iranien qui a immigré clandestinement en Angleterre. Voilà. On peut peut-être voir l'extrait. Et tu nous en dis pas plus. On va regarder l'extrait donc, de Ailleurs partout. Donc, on se met en muet. Voilà. Quand il a débarqué, il a attendu d'abord que les policiers viennent vers lui. Mais personne n'est venu. وقتی که مدارک شناسنامه‌مو بگیرم دیگه تو هم که همه چی داری. Ils veulent le récit, mais la vie est décousue. Ils veulent la vérité. Mais si tu dis la vérité, ça se retourne contre toi. Parce que la vérité ne vient pas souvent avec des preuves. Sera possible bientôt. Bah, magnifique. Tu peux nous raconter un peu brièvement l'histoire du film? Oui, juste pour vous dire, c'est un hasard que l'extrait précédent et celui-ci soient deux films avec du son et de l'image traités différemment. C'est pas du tout une ligne éditoriale ou quoi que ce soit, c'est plutôt un hasard. Voilà. D'accord. Okay. C'est pas que le type de film qu'on fait, évidemment. Okay. Oui, alors donc ici, comme il n'y a pas de tournage à proprement parler, le tournage, c'est des recherches d'images sur Internet et puis des enregistrements. Les réalisatrices, dont l'une des deux est aussi monteuse, sont venues me trouver avec déjà un projet qui est déjà monté, ou en tout cas, il y avait une vingtaine de minutes qui existaient. Et donc, avec ces images et un dossier, alors l'avantage en expérimental, c'est qu'on peut avoir un dossier plus léger, d'une dizaine de pages. On est allé ensemble demander un soutien à cette commission du Film Lab, où on reçoit des petits budgets, mais bon, c'est déjà pas mal pour ce type de film. On a reçu 12 000 €. Donc, c'est un film qu'on a mis en production en 2018 et qui s'est terminé en 2020. On a mis un peu moins de 2 ans à le produire. Ça nous a permis de retourner en montage, de faire vraiment une version plus longue du film, telle qu'elle est aujourd'hui à peu de choses près. Et qui dure combien de temps, le film fini ici? Dure 1 heure. 1 heure, d'accord. Oui. Et le montage, il faut savoir que c'est aussi beaucoup de vision, donc c'est réfléchir ensemble à quelles personnes on fait venir voir le film et puis des discussions par la suite. Enfin voilà, pas mal d'étapes comme celle-là. Ensuite, sur une version plus aboutie du montage, on est allé chercher une aide à la post-production au CBA, donc l'atelier d'accueil à Bruxelles. Et puis, on a terminé le film parce qu'il a été sélectionné au Festival de Rotterdam. Et ça nous a donné l'accès à ce qu'on appelle une aide à la promotion du centre du cinéma de 4 000 € quand votre film est sélectionné dans un festival. On appelle ça festival de classe A ou festival prioritaire. Il y a une liste d'une trentaine, quarantaine de festivals comme ça dans le monde. Et ça vous donne droit à une aide de 4 000 € qui vous permet de faire du sous-titrage, des DCP, des affiches, etc. Diffuser le film. Et c'est un film qui est sorti en salle. Malgré sa forme, en fait, au départ, je ne pensais pas qu'il pourrait aller en salle, mais là, on a réussi à trouver un distributeur en France et un autre en Grèce. Donc, en Belgique, on n'a pas de distributeur. On distribue nous-mêmes nos films. On l'a sorti à Flagey, au Studio 5. Et donc, on a réussi à sortir ce film dans trois pays, en fait, en décembre.
Et donc, en résumé, le propos du film, c'est... Ah, le propos du film, pardon, oui, effectivement, je ne répondais pas du tout à ta question, excuse-moi. Non, c'est parce que... Le propos du film, c'est raconter tout le chemin de ce jeune garçon à travers son questionnaire à la police de l'immigration en Grèce quand il est arrivé. Donc, il avait un questionnaire écrit et il lit ce questionnaire, donc on entend ça dans la voix. Il y a d'autres éléments aussi. Il y a tous les SMS que la réalisatrice a échangés avec lui apparaissent à l'écran. Et troisième chose, vous l'avez vu dans la bande-annonce, les conversations téléphoniques avec sa mère, à laquelle il doit donner des nouvelles et ne pas toujours raconter la réalité. D'accord. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'archives, de documents, non pas vraiment d'archives, mais il y a eu des coûts d'achat justement, ou c'était des images libres de droit Des images libres de droit parce que c'est uniquement des images de vidéos de caméra de surveillance. Et la caméra de surveillance, j'ai été rencontrer un juriste pour en être sûr. À partir du moment où il n'y a personne qui est posé derrière la caméra et qui décide de tel angle ou de tel angle, ce sont des images libres de droit. Oui. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce film? Qu'est-ce qui t'a fait croire en ce film? Il y a évidemment beaucoup de films, de documentaires qui se font sur la question de la migration, ce qui en soi est très bien et quelque part, il n'y en aura jamais assez. Mais par contre, je trouve souvent un peu des films qui sont faits de la même manière. Et ici, je trouvais que les réalisatrices proposaient une autre manière de raconter. Vraiment, pour moi, vraiment de l'intérieur, en fait. Et aussi, je pense qu'elles font état dans le film de leur relation à lui. Ce qui n'est pas toujours le cas non plus quand le réalisateur a une position vraiment derrière la caméra. D'accord. Et donc ça, c'est une production un peu plus légère. Justement, il n'y a pas eu de tournage. Voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Mais ça reflète quand même une tendance assez actuelle aussi. Il y a quand même pas mal, dans le documentaire, il y a pas mal de films qui se font à partir d'images du web, par exemple. D'accord. Ok. Et donc, c'est un film qui a aussi une vie après sa production, Oui, surtout en festival, évidemment, mais en salle aussi. Et puis, il sortira bientôt en VOD. Et alors, il n'est pas coproduit par une télévision, mais ça, c'est pas du tout étonnant. C'est une idée de départ et un dispositif de film qui, à la base, n'est presque pas compatible avec une télé. C'est trop, je pense, trop expérimental où le sujet est traité d'une manière trop singulière pour une télé, pour une coprode télé. Donc, on n'a même pas vraiment cherché dans ce sens. On a envoyé le projet à quelques chaînes, mais pas plus. D'accord. On me demande ici, au niveau de la rémunération de l'équipe, des droits d'auteur, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que les réalisatrices ont les pleins droits sur leur film ou pas? Oui, alors quand c'est des réalisateurs qui arrivent avec leurs images, évidemment, alors moi je pose toujours d'abord la question, mais qu'est-ce que vous attendez de Dérive? Est-ce que vous voulez que Dérive soit producteur délégué ou soit coproducteur? Parce que certains auteurs, s'ils ont une structure, peuvent se positionner comme producteurs. Je n'impose pas du tout d'être productrice ou d'avoir la production déléguée. Ici, c'était une demande de leur part. Elles ne voulaient pas du tout produire. Et évidemment, si c'est le cas ici, on se met ensemble, on se met d'accord pour valoriser le travail des auteurs-réalisateurs et de valoriser leurs images. Donc, par exemple, si j'ai plus ou moins 20 000 de financement pour ce film-là, on va se mettre d'accord qu'on va valoriser leur travail et leurs images pour plus ou moins l'équivalent, ce qui fait que quand il y a un partage de recettes, elles puissent toucher les recettes prioritairement. D'accord. Et tout le monde est rémunéré, même avec ce type de petit budget, ça laisse quand même la possibilité de rémunérer tout le monde. L'autre chose aussi, il faut savoir qu'avec un atelier, comme sur ce type de film, on ne prend pas de salaire producteur, de frais généraux, etc. Parce qu'en général, un producteur va prendre, ça dépend d'un à l'autre, mais environ 20% du financement va aller dans ce type de frais. Mais ça dégage aussi des liquidités, de l'argent pour mettre dans du tournage, du montage supplémentaire.
mais pour mettre aussi dans les salaires des réalisateurs. Ouais. Et ici, l'équipe était assez réduite, quoi. En gros, ouais. Oui, après, il faut un monteur son, un mixeur, un étalonneur, etc. Mais on travaille de manière à budget complètement ouvert avec les réalisateurs. Donc, on fait les choix ensemble. Ce n'est pas eux qui font tous les choix parce qu'en tant que producteur, c'est nous qui prenons tous les risques financiers, juridiques, etc. Mais on fait les choix ensemble. D'accord. Et ici, c'est un exemple justement où il y a 2 ateliers de production qui ont aidé un film. Donc, c'est possible alors. Tout à fait. Dans la maison était coproduit par l'autre atelier d'accueil qui se situe à Liège, qui est WIP. Donc, sur tous les films, on peut aller, c'est un guichet supplémentaire, en fait, complémentaire à la commission du film. Et donc, généralement, les réalisateurs vont d'abord chez vous et puis dans un atelier d'accueil, ou ça peut être l'inverse également ou... En général, oui, ils viennent d'abord chez nous parce qu'il faut d'abord avoir un producteur pour pouvoir postuler à une aide à la production ou post-production. Oui. Dans les ateliers d'accueil, vous allez pouvoir avoir accès à l'aide à l'écriture sans producteur, mais pour les autres aides, il faut un producteur. D'accord. Okay. Je propose qu'on passe au 3e film, Le Temps long, terminé en 2019. Est-ce qu'on montre d'abord l'extrait et ensuite on... Oui, juste, je veux dire que c'est une jeune réalisatrice qui a moins de 30 ans, qui est venue nous trouver avec des images de ses grands-parents qu'elle avait filmées pendant 15 ans. Donc, depuis l'âge de 15 ans, elle filmait ses grands-parents. D'accord, ok. Donc, Julie, on va passer l'extrait. On se met en muet. Qu'est-ce que c'est que ça comme chose? Je comprends pas ce que c'est, moi. Tu vois ce que c'est? Oui, mais comment on appelle ça? Sony? Je sais pas. Caméra. Hein? Caméra. Caméra? Mes jeunes années courent dans la montagne. Bon anniversaire, mamie. Dans les sentiers, plein d'oiseaux et de fleurs. Puis dans les bergers des montagnes de France, montent les souvenirs de ma tendre enfance. Chante les beaux jours à jamais enfouis. Merci beaucoup. Tu peux nous dire 2 mots sur le... Très touchant, on me dit. Voilà. Est-ce que tu peux me dire un mot sur le propos du film, nous dire un mot sur le propos du film? Bon, voilà, c'est la relation entre... Voilà, c'est Lou Colpé, la jeune réalisatrice qui a filmé ses grands-parents pendant 15 ans. C'est dont sa grand-mère qui souffre aussi de la maladie d'Alzheimer, mais c'est effectivement un projet que j'ai trouvé très touchant directement, très, très juste, très, très franc aussi, malgré la jeunesse de la réalisatrice. Ce que je trouve très beau, c'est qu'elle est derrière la caméra, mais elle joue vraiment un rôle. Les personnages s'adressent à elle, etc. Et elle a une manière très, très tendre et très délicate de regarder la vieillesse, en fait. Et on voit, ce qui est beau aussi, je trouve, c'est qu'on voit sa manière, elle évolue. C'est une jeune adolescente de 15 ans qui filme au début, et à la fin, elle a 25 ans. Donc, on la voit aussi, elle, à travers le film, évoluer très fort. Et donc, pour l'anecdote, elle a commencé à tourner le film en sachant qu'elle voulait tourner un film. Pas du tout, non, pas du tout. Elle a commencé à filmer comme beaucoup d'adolescents commencent à filmer, puis elle s'y est tenue dans le temps. Donc voilà, ça c'est un film que j'ai directement trouvé très fort. J'avais produit un premier court-métrage de cette réalisatrice qui s'appelle Si tu étais dans mes images, un film plus court. Ici c'est un film de 40 minutes, je pense, un moyen-métrage.
Mhm. Et donc, avec ce film, bon, déjà, tous les rushs étaient là. Elle avait fait un premier montage. Et je me suis dit, est-ce que ça a du sens d'aller passer 6 mois, 1 an à réécrire alors que le film est là à peu de choses près. Donc, j'ai vu beaucoup de potentiel, mais une vraie nécessité de travailler avec un monteur extérieur qui restructure le propos, la narration du film. Et donc, j'ai décidé que, de toute façon, ce type de film avait peu de chance face aux commissions. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être un côté un peu cliché, pas du tout dans le projet, mais dans le fait de vouloir filmer ses grands-parents, etc. Donc, c'est difficile à expliquer par écrit aussi. Et donc, j'avais peur qu'on perde une force, un élan très fort qui était présent. Et donc, on a fait voir le montage qu'elle avait fait à plusieurs monteurs. On a choisi avec qui on voulait travailler. Et on en est arrivé au fait qu'il faudrait 3 semaines de montage. C'est ça aussi qui fait que je me suis dit, ça ne sert à rien d'aller chercher une aide à la production qui, en plus, souvent, ne finance des films qu'avant le début des prises de vue. Ici, toutes les images existaient. Et donc, ça m'a permis... là, j'ai débloqué une petite enveloppe et ça m'a permis... oui, et alors une fois qu'on a eu le montage, je me suis reposé la question, est-ce qu'on va dans des commissions chercher des aides à la post-production? Mais ce n'était pas intéressant au niveau des délais, ce n'était pas une post-production technique qui était très compliquée. Donc, j'ai décidé de financer le reste du film. Et puis, on l'a présenté en festival et il a été pris. Donc, le processus a été très court, en moins d'1 an. C'était... Moins d'1 an pour qu'elle vienne chez toi la première fois et que le film soit fini, et uniquement avec des fonds d'Érive. Oui, tout à fait. Et il a eu une vie en festival ensuite. Et il a eu une première vision du réel en Suisse. Oui, c'est ça. Ce qui, de nouveau, nous a permis d'avoir l'aide à la promotion, de faire une affiche, une bande-annonce et les inscriptions au festival, ce genre de frais. Oui. Des sous-titrages anglais. D'accord. Et donc là, il n'y a pas eu d'autres ateliers qui ont été impliqués, c'était uniquement Dérive. Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, quelqu'un me pose une question. Donc, Dérive produit uniquement des films documentaires et quelqu'un me demandait justement quelle est la part quel est le pourcentage de fiction que vous produisez par rapport au documentaire. Mais donc, il n'y a pas de... C'est vraiment que du documentaire. Maintenant, si un réalisateur de documentaire me propose un certain film où j'ai vraiment un coup de cœur sur un projet qui est parfois à la frontière du documentaire, de la fiction, je vais pouvoir le produire. Mais si vous voulez produire un premier court-métrage classique dans des conditions normales avec une équipe, etc., ce n'est pas vers nous qu'il faut venir. Il faut aller vers des producteurs qui auront le bénéfice de produire votre court-métrage parce que, par exemple, ils aimeraient produire le long que vous aurez derrière. Ouais, ok. On va passer au dernier extrait. Et le dernier extrait, c'est pour juste un cas de figure très précis, c'est-à-dire l'appel à projet thématique qu'on a fait sur la salle de consommation de drogue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est un appel à projet qui a été lancé en 2019 et ça a permis le fait de terminer le film en 2020. Donc c'est un temps de production d'1 an, ce qui est plutôt court pour un film d'1 heure. Et donc moi, j'avais fait toutes les recherches de financement avant de lancer l'appel à projet. Et j'avais demandé à chacun de remettre 2 pages sur quel est le film que vous feriez dans cet endroit. Et j'avais au départ 40 000 €, donc je m'étais dit qu'on allait produire un court ou moyen métrage. Et finalement, la réalisatrice qui a été choisie, qui est Alexandra Candy-Longuet, qui avait déjà fait un film aux États-Unis, elle a ramené vraiment de la matière avec beaucoup de potentiel. Et c'est là qu'on s'est dit, ça n'a pas de sens d'en faire un court métrage. Et on a fait un film d'1 heure. Et là, on est allé chercher du financement après le montage image. Vu que c'était devenu un long métrage, moi, je n'avais pas de quoi finaliser le film dans les meilleures conditions. Donc là, on est allé chercher des aides à la post-production, à la RTBF et au CBA. Voilà. D'accord.
On va montrer l'extrait donc la bande-annonce de Chasser les dragons. Et je me mets en muet. Là, c'est par rapport à votre consommation. Vous consommez de l'héroïne? Non, plus pour le moment. Non. La cocaïne? Ouais. Vous sauriez me dire à quelle fréquence? Pour le moment, ça faisait 3 semaines que j'en avais plus pris une fois sur 3 semaines. Mais bon, auparavant, j'étais en prison et puis auparavant, j'en prenais plus, quoi. J'ai tellement froid. On va faire ça où? On va faire ça où? Ça va te motiver, c'est toi? Pour la cure, c'est ponctuel, quoi. C'est comme je t'ai dit, c'est une étincelle pour allumer un feu. Si tu n'allumes pas le feu à ce moment-là, times, tu vas recommencer des étincelles tant que tu veux. Je sais bien que je suis capable de faire beaucoup de choses dans la vie, mais quand je me laisse aller et puis je me laisse aller à consommer de plus en plus, là, c'est la déchéance, c'est vraiment ça. Hein. C'est une spirale infernale. Fais les grandes inspirations, allez, respire. François, respire. Le jour où tu as une envie de cure ou quoi que ce soit, ici, nous, on peut chercher avec toi, on peut te permettre de téléphoner, de prendre des rendez-vous de préadmission, ce genre de choses. Ça, c'est toi qui vois, en fonction d'où tu te trouves au niveau de la réflexion par rapport à ta consommation. Le problème, c'est que le produit, il est plus fort que tout. C'est ça le problème. François, reste avec nous. François, reste avec nous. Merci pour ce dernier extrait. Voilà, ça c'est un exemple de cinéma plus d'immersion, je dirais, cinéma du réel. Et donc, elle est venue à quel stade du projet chez vous alors, Alexandra Candimondo? Donc, elle a été au tout début pour l'appel à projet, et donc l'autorisation était déjà acquise par nous. Donc, elle a pu directement tourner, en fait, directement tourner dans le lieu. Je pense que 2-3 semaines après, elle tournait dans le lieu. D'accord. Puis, on avait planifié toute la post-production. Donc, l'idée de l'appel à projet, c'est de faire un film dans l'instant, de manière spontanée, sans tout l'aspect plus écriture, administratif qu'il y a autour du financement. Pour certains auteurs, peut être vraiment lourd, et parfois, le fait d'écrire, ça les éloigne du projet, du propos. Et donc, cet appel à projet, il est là pour moi pour renouer un peu avec le fait à un moment donné, on part faire des repérages quelque part, on sort une caméra, on commence à filmer, on voit ce que la réalité nous offre, nous apporte, et de rester dans le concret du cinéma. Et il y a peut-être moins d'implication alors par rapport au sujet, ou personnel en tout cas, je veux dire. Puisque ce n'est pas un sujet que l'auteur amène, c'est un sujet que vous amenez. Et donc, est-ce que ça change un peu la donne, du coup Mais dans les 2 pages que chacun remettait à la commission, c'était aussi expliquer un peu son rapport au projet, son rapport au sujet, et pourquoi c'est un sujet qui l'intéresse. Donc, elle avait un rapport très fort au sujet. D'accord. Ce qui n'était pas le cas de toutes les personnes qui postulaient. Donc, on a directement senti qu'elle allait avoir un regard sur ce sujet, qu'elle allait être sensible. Voilà. Et elle avait déjà une expérience d'un film avant. Elle a fait 2 films. Oui, ça a joué en sa faveur ou pas nécessairement c'est pas obligatoire en tout cas. Ça serait mentir que de dire que ça n'a pas servi, mais c'est pas ça qui a fait. On ne voulait pas absolument que ce soit quelqu'un qui a déjà fait des films. Mais après, je pense que la manière dont elle parlait du sujet, ce qu'elle voulait faire, c'était montrer aussi avec beaucoup de recul et de maturité et d'engagement aussi. Et donc, c'est ça qui a fait que elle a été choisie. Ouais. Et donc, il y avait quoi comme équipe alors autour d'elle Alors, la plupart du temps, je dirais pour quasiment tous nos films, il y a 3 personnes, le réalisateur, un ingé son et un opérateur image.
D'accord. Ok. Après, il y a des films qui nécessitent, pour différentes raisons, une équipe plus grande, mais... D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce dernier extrait? Je ne vois pas de questions. En tout cas, merci de nous avoir montré justement tout un panel de différents films que vous pouvez produire. Justement, en dehors de cette production, vous faites de la coproduction, c'est ça, chez Dérive? Ouais. C'est ça, oui. Certains producteurs viennent parfois nous trouver avec des demandes très spécifiques, un prêt de salle de montage. Ou alors, il faut savoir aussi qu'on a un technicien, donc ça limite beaucoup les coûts qu'on peut avoir sur les films. Mais alors, si un producteur n'a pas suffisamment de fonds pour finaliser son film, il va peut-être s'adresser à nous pour toute la partie comme un studio de post-production, quoi, pour faire toutes les sorties, les DCP, etc. Ce qui va pouvoir lui permettre de récupérer de l'argent pour mettre dans d'autres postes clés. Donc, chez vous, vous avez tout ça, justement, un studio On a un studio de montage son mixage, un studio d'étalonnage à Liège. On a un technicien qui s'occupe de différentes étapes d'assistant de montage aussi. Ouais. Et du matériel de tournage aussi. Ok. Et donc, justement, là, on a vu ces 2, 3 cas de figure. Comment est-ce qu'on peut se présenter à vous, justement, un jeune auteur qui voudrait produire un premier ou deuxième film? Comment est-ce qu'il va s'adresser à Dérive? Il n'y a pas de règles, donc c'est toujours un peu difficile à dire. Nous, ce qui nous arrive le plus souvent, c'est évidemment de suivre des projets, de les accompagner vraiment des tout premiers prémices, donc de l'idée ou des quelques pages, jusqu'à la diffusion en salle. Ça, c'est le cas de figure classique, mais après, certains auteurs vont vouloir venir chez nous après avoir déjà eu quelques images, ou pour la post-production, ou pour le développement, ou pour simplement avoir des conseils, et puis on voit petit à petit, au fur et à mesure du développement du projet, comment ça se concrétise ou pas, la collaboration. Mais en tout cas, vous devez prendre grand soin à choisir vos producteurs et la manière dont vous voulez travailler avec eux. Donc, il ne faut pas hésiter à aller rencontrer des producteurs, faire peut-être des séances de travail avec eux sur l'écriture, ce qui permet de mieux se connaître et de voir un peu comment vous pouvez fonctionner avec cette personne. Moi aussi, quand des réalisateurs viennent me voir et qu'un projet m'intéresse, je dis, ben voilà, il y a un peu différentes manières de fonctionner. Il y aurait différentes manières de produire ton film, comme ci, comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Comment est-ce que tu vois les choses, etc. D'accord. Donc, on peut soit répondre à un de vos appels à projet, ou soit prendre un rendez-vous en envoyant quelques lignes sur son film ou un synopsis. Oui. Ouais. Voilà. Exactement, il n'y a pas de règle. Maintenant, le mieux, c'est d'avoir quand même fixé sur une note d'intention son projet et de montrer qu'on a déjà fait des choix, des partis pris, des choix cinématographiques qui font qu'on a affaire à quelqu'un qui a un regard à porter sur quelque chose. Si quelqu'un me contacte en disant je veux faire un film sur tel sujet, ça ne va pas me faire avancer beaucoup. Parce qu'il peut y avoir sur un même sujet des milliards de films. Donc voilà. Voilà, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Et évidemment, on essaye de répondre à toutes les demandes qui nous sont faites, mais voilà, c'est ça, ouais. On est une équipe de 4 personnes, on a 20 films en production, donc on reste des humains derrière des ordinateurs, donc ça arrive de ne pas avoir de réponse tout de suite. Il ne faut pas hésiter à insister et à appeler aussi par téléphone. C'est parfois mieux que d'envoyer un mail. Voilà. Vous êtes 4, donc il y a toi comme productrice et tu as des personnes... Oui, ton équipe. J'ai une directrice de production qui s'occupe vraiment de tout le suivi des projets, une assistante de production qui s'occupe aussi de la diffusion et puis un technicien. D'accord. Et des gens qui travaillent dans les studios aussi, mais ça c'est... Oui, voilà, ça dépend d'un film à l'autre. Oui. D'accord. Est-ce que tu pourrais terminer par quelques conseils aux auteurs, réalisateurs débutants justement? À quel stade d'avancement du projet il faut en parler? Tu as déjà dit une petite note là-dessus.
est-ce que tu conseilles de travailler son scénario seul ou les personnes qui n'avancent pas justement, qui ont besoin d'aide pour travailler leur scénario, ou est-ce qu'ils peuvent, à qui peuvent-ils s'adresser voilà, est-ce que tu as... Je dirais que l'écriture, c'est un peu à double tranchant. C'est à la fois très utile parce que c'est en écrivant différentes versions du projet qu'on arrive à trouver la sienne et à l'affiner au fur et à mesure. Mais en même temps, quand on se met devant une page blanche sans savoir exactement comment prendre son sujet, etc., ça ne sert strictement à rien, on ne fait que perdre du temps. Donc je dirais qu'il ne faut passer à l'écriture que quand on a les idées claires sur son point de vue, sur son sujet. Et pour le documentaire en particulier, il faut avoir été passer du temps, il faut avoir rencontré des gens, il faut avoir beaucoup parlé du sujet avec des personnes concernées. Parce qu'on est à une époque où on a plus tendance à se renfermer et à penser que quand on travaille, c'est derrière un ordinateur. Mais souvent, ça se sent dans les projets parce que des gens ont écrit des projets de 30 pages sans avoir du tout été sur les lieux, sans être sortis. Et du coup, ça devient vite théorique ou déconnecté par rapport à la réalité. Donc, en documentaire, je conseille vraiment de ne se mettre à l'écriture que quand on a les idées claires. On va gagner beaucoup de temps. Et donc, par rapport au projet de vidéosurveillance, là, ça a été d'abord un parti pris artistique avant de rentrer dans le sujet, ou justement, elles sont d'abord rentrées dans le sujet et puis elles ont fait ce parti pris Elles ont d'abord rencontré ce personnage principal qui est Shaheen. Elles l'ont rencontré en Grèce. Et à partir de là, il leur a raconté qu'il passait beaucoup de temps justement derrière l'ordinateur à regarder ces images parce que ça lui permettait de maintenir un lien avec son pays. Donc, il allait regarder des vidéos de surveillance dans sa rue, dans sa ville, dans les coins de son enfance, etc., pour se souvenir de son pays. Et c'est à partir de là qu'elles ont développé cette idée, en fait. D'accord, oui, donc c'était vraiment en lien direct avec le personnage. C'est souvent du terrain que vient l'idée, la manière dont on veut traiter le sujet, en fait. D'accord. Et donc, comment faire si on a justement un parcours non classique, peut-être, pour arriver à convaincre un producteur si on ne vient pas encore d'une école du cinéma ou qu'on n'a pas encore produit documentaire. Voilà. Les ateliers, c'est le bon endroit où vous adresser parce que le fait que vous n'avez jamais fait de film avant, c'est plutôt pour nous un point positif que négatif. Et puis, à un moment donné, de toute façon, il y a des personnes compétentes qui sortent d'école, d'autres pas. Donc, ça ne fait pas une règle de sortir de l'école. Vous n'êtes pas nécessairement pénalisé. Loin de là, ou parfois le fait d'avoir un parcours différent, que ce soit même, je ne sais pas moi, assistant social, artiste visuel. Voilà, ça apporte parfois aussi un autre point de vue sur le projet. Et là, tu vas toi-même ou mettre quelqu'un en binôme avec cette personne-là pour l'aider sur la réflexion plutôt visuelle, etc. Justement. Je vais plutôt faire ça moi. Maintenant, une fois qu'il y a des aides à l'écriture qui sont déclenchées, ça permet de faire intervenir des tierces personnes. Et c'est toujours très utile dans l'écriture parce que ça vient apporter une sorte de vent frais dans l'écriture. Et donc, c'est très bien de faire ça. Tout au long du film, d'ailleurs, au montage, c'est ce qu'on fait aussi tout le temps. Un tout grand merci pour ta présentation. Merci à vous. À tout le monde, il y a encore une dernière question. Sinon, je pense qu'on a... Voilà, quelqu'un me dit merci, c'était très intéressant. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci à toi. Et donc, j'enverrai les bandes annonces, les liens des bandes annonces dans un email par la suite. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci à Julie. Et en tout cas, voilà, aussi, s'il y a des plateformes peut-être où on peut voir les films, j'essaierai peut-être de les communiquer dans l'email également parce qu'il y avait de l'intérêt pour... Oui, donc nous, on a une plateforme sur laquelle vous pouvez voir tous nos films sur dérive.be. Et sinon, comme plateforme en documentaire, je vous conseille la plateforme française Tenk, T-E-N-K, qui est vraiment très bien. Et aussi, évidemment, sur Sooner, que vous connaissez certainement. Vous avez beaucoup de types de films différents. Ok.
Je communiquerai ça également dans le mail par la suite. Merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde. Au revoir.